Sarah Martinez se tenait figée devant la porte de la chambre de sa fille Rebecca, ses doigts agrippant si fort le cadre en bois que ses jointures sont devenues blanches. La vue devant elle défiait tout ce qu'elle savait de la réalité. Rebecca, sa précieuse fille de 15 ans, rampait au plafond telle une sorte d'araignée grotesque, ses longs cheveux noirs pendaient en mèches tordues qui se balançaient à chaque mouvement. La douce lueur de la lampe de chevet projetait l'ombre de Rebecca sur le plafond couleur crème, mais elle bougeait mal ou complètement faux, se tordant comme un être vivant doté de son propre esprit. Le souffle de Sarah se bloqua dans sa gorge alors que la tête de sa fille tournait lentement à 180 degrés pour lui faire face. Là où les yeux bruns chauds de Rebecca auraient dû être, des orbes rouges brillants lui rendaient leur regard, rempli d'une ancienne malveillance qui glaçait le sang de Sarah. « Rebecca » La voix de Sarah était à peine un murmure, sa gorge se serrant de peur primale. La chose qui portait le visage de sa fille souriait, révélant des rangées de dents acérées comme des aiguilles qu'aucune bouche humaine ne devrait contenir. Les doigts de Rebecca, maintenant allongés en terribles griffes, s'enfoncèrent dans le plafond avec un bruit de clous sur un tableau qui provoqua des frissons dans le dos de Sarah. La température dans la pièce chuta et Sarah put voir son souffle se mélanger dans l'air soudainement glacial. L'odeur de pourriture et de soufre lui remplissait les narines, la faisant vomir. La lampe de chevet vacillait de manière erratique, des ombres dansant sur les murs comme des marionnettes démentes. La terreur finit par briser la paralysie de Sarah. Elle recula dans le couloir, le cœur battant à tout rompre. « Michael !» Elle a crié pour son mari, sa voix se brisant d'hystérie. « Michael, s'il te plaît. Viens vite. » Le bruit de pas précipités dans les escaliers résonnait dans toute la maison. Michael Martinez est apparu en haut du palier, le visage rouge d'avoir couru. « Sarah ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il se précipita à ses côtés, des mains fortes agrippant ses épaules tremblantes. C'est Rebecca. Elle et Sarah se retourna vers la chambre, la désignant d'une main tremblante, mais les mots moururent dans sa gorge. Rebecca était allongée paisiblement dans son lit, les couvertures remontées jusqu'au menton, respirant profondément et uniformément comme si elle dormait normalement. La pièce était chaude, l'air pur et la lampe de chevet projetaient sa lueur constante sur les ombres ordinaires. Michael entra dans la pièce, ses bas silencieux sur la moquette. Il vérifia sa fille, repoussant une mèche de cheveux de son visage avec des doigts doux. Rebecca ne bougeait pas, son expression sereine et entièrement humaine. « Chérie, dit doucement Michael, se tournant vers Sarah avec une inquiétude gravée sur ses traits, elle va bien. Elle dort juste. » Sarah secoua violemment la tête, l'image de la forme tordue de sa fille brûlant encore dans son esprit. « Non, tu ne comprends pas. Elle était au plafond. Ses yeux, ses dents. » Elle s'interrompit, entendant à quel point cela semblait fou. Mais elle savait ce qu'elle avait vu. N'est-ce pas? Michael l'éloigna de la chambre de Rebecca, fermant doucement la porte derrière eux. Tu es épuisée, Sarah. Tu as travaillé trop dur à l'agence immobilière, et avec tout le stress du procès immobilier Wilson. Il passa un bras autour de ses épaules, la conduisant vers leur chambre. Peut-être que tu devrais prendre congé demain, te reposer. Sarah s'est laissée guider, mais son esprit s'emballait. Elle n'était pas folle. Elle ne pouvait pas l'être. La terreur était trop réelle, les détails trop saisissants. Pourtant, alors même qu'elle essayait de s'accrocher à ce souvenir, celui-ci commençait à lui paraître onirique, s'écoulant comme de l'eau entre ses doigts. Cette nuit-là, Sarah resta éveillée longtemps après que la respiration de Michael. Elle se soit installée dans le rythme profond du sommeil. Elle regarda les ombres sur le plafond de leur chambre, se souvenant de la façon dont ils avaient écrit et tordu dans la chambre de Rebecca. Chaque craquement de la maison la faisait tressaillir, chaque murmure du vent contre les fenêtres faisait battre son cœur. Ce qu'elle avait vu était impossible. Peut-être que Michael avait raison ou peut-être qu'elle travaillait trop dur. Le procès Wilson avait été particulièrement stressant, avec des centaines de milliers de dollars et sa réputation en jeu. Elle restait tard au bureau, sautait des repas et rapportait du travail à la maison. Il serait naturel que le stress se manifeste de manière étrange. Mais alors que Sarah sombrait finalement dans un sommeil inquiet, une petite voix au fond de son esprit lui murmura que ce n'était que le début. Quelque chose avait changé dans leur confortable maison de banlieue, quelque chose de sombre et d'ancien qui portait le visage de sa fille. Et au plus profond de la nuit, alors que les ombres s'allongeaient et que la maison s'immobilisait, des rires silencieux résonnaient dans les couloirs trop forts, trop aigus, trop faux pour être humains. Le lendemain matin, l'aube était claire et lumineuse, la lumière du soleil pénétrant à travers les fenêtres chassant les terreurs de la nuit. Sarah suivait ma routine matinale machinalement,
essayant de se convaincre que ce qu'elle avait vu n'était rien d'autre qu'une hallucination provoquée par le stress. Mais lorsqu'elle passa devant la chambre de Rebecca, elle remarqua 3 profondes entailles dans le plafond qui n'existaient pas auparavant. Rebecca est descendue pour le petit déjeuner, l'air parfaitement normal, son uniforme scolaire soigné et ses longs cheveux noirs tirés en queue de cheval pratique. Elle discutait des examens à venir et de l'entraînement de volley-ball tout en mangeant ses céréales, sans aucune trace de quelque chose de surnaturel dans ses yeux bruns chauds ou son sourire facile. « Maman ?» La voix de Rebecca tira Sarah de ses pensées. « Est-ce que ça va ? Vous regardez. » Sarah se força à sourire. « Bien sûr, chérie. Juste fatiguée. » Elle se détourna pour se servir une autre tasse de café, ratant le bref instant où le reflet de Rebecca dans la fenêtre de la cuisine montrait quelque chose d'entièrement différent, quelque chose qui souriait avec trop de dents et des yeux qui brillaient du feu de l'enfer. Les graines de ce qui allait devenir leur cauchemar avaient été semées bien avant cette nuit terrifiante, même si Sarah ne s'en rendit compte que bien plus tard. Cela avait commencé avec de petites choses, la façon dont Rebecca avait appris à utiliser son charme naturel et sa beauté pour obtenir ce qu'elle voulait dès son plus jeune âge. Sarah l'avait encouragée, fière de la capacité de sa fille à envelopper les gens autour de son petit doigt, sans jamais considérer les implications les plus sombres d'enseigner à un enfant que la manipulation était acceptable. Rebecca avait grandi en regardant sa mère tirer parti de son attrait et de son charme dans le secteur immobilier, en apprenant qu'un joli sourire et quelques mots flatteurs pouvaient ouvrir les portes et desserrer les cordons de la bourse. Sarah l'avait justifié par le simple bon sens des affaires, mais elle avait involontairement appris à sa fille que la valeur se mesurait à l'aune de ce que l'on pouvait obtenir des autres. Même après que l'entreprise de logiciels de Michael ait décollé et que l'argent ne soit plus un problème, Rebecca a conservé ses habitudes de cajolerie et de mendicité auprès de ses voisins et camarades de classe. Il s'agissait moins de besoin que de frisson de l'acquisition, de l'élan de pouvoir qui venait du fait de plier les autres à sa volonté. Anna Chen, la meilleure amie de Rebecca depuis l'école primaire, avait tenté de les avertir. La jeune fille calme et studieuse venait d'un milieu modeste mais possédait une boussole morale qui indiquait une vérité infaillible. Elle avait remarqué les changements chez Rebecca bien avant tout le monde, la manipulation croissante, la cruauté occasionnelle, l'obscurité qui semblait prendre racine dans l'âme de son amie. Madame Martinez, avait dit Anna un après-midi en surprenant Sarah seule dans la cuisine, je m'inquiète pour Rebecca. Elle est différente ces derniers temps. Les choses qu'elle dit, la façon dont elle traite les gens, c'est comme si elle devenait quelqu'un autre. Sarah avait écarté les inquiétudes d'Anna d'un geste de la main. Elle est en train de grandir, chérie. Elle teste ses limites. Tous les adolescents passent par des phases. Mais Anna avait vu quelque chose de plus profond, quelque chose qui allait au-delà de la rébellion normale des adolescentes. Elle avait été témoin des ombres qui passaient parfois derrière les yeux de Rebecca, avait entendu l'étrange cadence qui se glissait parfois dans la voix de son amie, comme si quelqu'un d'autre parlait à travers ses lèvres. L'arrivée de Christina Sullivan à la Queen's Creek Preparatory Academy a marqué un tournant, même si aucun d'entre eux ne l'a reconnue à l'époque. Avec ses vêtements de marquer son air sophistiqué, Christina avait l'air d'une simple adolescente privilégiée, mais il y avait autre chose en elle, quelque chose qui attirait les gens tout en déclenchant des sonnettes d'alarme chez les étudiants les plus perspicaces. Anna l'avait ressenti immédiatement. Il y avait une erreur à propos de Christina qui lui donnait la chair de poule, même si elle n'aurait pas pu expliquer pourquoi. La façon dont les ombres semblaient s'attarder autour d'elle plus longtemps qu'elle ne le devrait, la façon dont les plantes se fanaient légèrement à son passage, la façon dont son sourire n'atteignait jamais vraiment ses yeux. Mais Rebecca avait été instantanément attirée par Christina, un papillon de nuit en flammes, les ténèbres appelant les ténèbres. Quand Christina avait offert à Anna un chocolat suisse coûteux un jour après les cours, l'instinct d'Anna lui avait crié de refuser. Elle avait poliment refusé, prétextant des allergies. Rebecca, cependant, avait saisi le chocolat avec des mains impatientes. « Ne faites pas attention à Anna », avait-elle dit en déballant la feuille d'or. Elle a toujours été une bonne à deux chaussures. Le chocolat avait disparu entre ses lèvres avant qu'Anna puisse crier un avertissement. L'expression de Christina avait vacillé pendant un instant, une déception mêlée à quelque chose de plus sombre avant de redevenir son sourire exercé. « Eh bien » avait-elle dit légèrement, mais Anna avait remarqué le regard significatif échangé entre Christina et Rebecca, comme si un accord secret avait été scellé. Cette nuit-là, dans une chambre sombre de l'autre côté de la ville, Christina s'était agenouillée devant un autel caché derrière un faux panneau mural. « Belle-mère » avait-elle murmuré aux ombres, il y a eu une complication. Le vaisseau a accepté l'offrande, mais ce n'était pas la bonne.
Les ombres s'étaient écrites et tordues, formant une forme vaguement humanoïde avec des yeux comme des charbons ardents. « Fille idiote », avait murmuré une voix ancienne et terrible. « Tu étais censée corrompre la pure. La fille Martinez est déjà touchée par les ténèbres où elle sera plus difficile à contrôler. »« Je suis désolée », avait gémi Christina en appuyant son front contre le sol. « Que devons-nous faire ?» La chose ombre avait ri, un bruit semblable à celui d'un verre brisé et d'un vent hurlant. Nous continuons. Peut-être que c'est encore mieux. Les ténèbres dans son cœur rendront sa transformation plus spectaculaire. Depuis cette nuit-là, les rêves de Rebecca étaient remplis de murmures et d'ombres, de voix qui parlaient de pouvoir et de promesses de tout ce qu'elle avait toujours voulu. Au début, elle commença à changer de manière subtile, son sourire devenait plus net, son rire devenait creux, ses yeux reflétaient P.A. R. et la lumière comme ceux d'un chat dans le noir. Les cauchemars ont commencé peu de temps après. Rebecca se réveillait en hurlant, ses draps trempés de sueur, incapable de se rappeler ce qui l'avait si complètement trompée. Mais les rêves laissaient leur marque, chaque nuit l'éloignant davantage de la fille qu'elle avait été, la transformant en quelque chose de complètement différent. Le personnel de maison fut le premier à remarquer les changements les plus spectaculaires. Maria, leur femme de ménage depuis 5 ans, a commencé à trouver d'étranges rayures sur les murs et le plafond de la chambre de Rebecca. Les marques apparaissaient du jour au lendemain, de profondes entailles dans le plâtre qu'aucun clou humain n'aurait pu faire. Carlos, leur jardinier, a rapporté que les animaux évitaient la fenêtre de Rebecca, même les oiseaux qui nichaient autrefois dans le chêne voisin. Les plantes près de sa chambre se sont fanées et sont mortes, leurs feuilles devenant noires comme si elles avaient été touchées par le gel, même dans la chaleur de l'été. Le point de rupture est survenu lorsque Lisa, la nouvelle femme de chambre, a rencontré Rebecca dans le couloir tard dans la nuit. La jeune fille était parfaitement immobile, dos à Lisa, les cheveux pendant sur son visage. « Mademoiselle Rebecca ?» Lisa avait appelé doucement. « Est-ce que ça va ?» Rebecca s'était retournée, mais ce qui faisait face à Lisa n'était pas l'adolescente qu'elle connaissait. La chose qui portait la peau de Rebecca souriait avec des rangées de dents acérées, ses yeux rougeoyants dans l'obscurité. Lisa avait essayé de crier, mais sa voix s'était figée dans sa gorge. Elle était restée paralysée alors que la créature traversait le plafond comme un insecte monstrueux, disparaissant dans l'ombre avec un bruit semblable à celui d'un bruissement d'ailes. Le lendemain matin, Lisa avait remis sa démission, ses mains tremblant tellement qu'elle pouvait à peine signer les documents. « Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison », avait-elle dit à Sarah, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Quelque chose de mal. Que Dieu vous aide tous. » Sarah avait qualifié l'avertissement de Lisa de superstition, tout comme elle avait rejeté les inquiétudes des autres membres du personnel qui avaient démissionné ces dernières semaines. Mais seule dans sa chambre ce soir-là, elle s'était souvenue de ce qu'elle avait vu dans la chambre de Rebecca, et le doute avait commencé à ronger sa certitude. La maison semblait différente maintenant, surtout la nuit tombée. Les ombres semblaient plus profondes, plus vivantes. Des sons étranges résonnaient dans les couloirs ou des grattements dans les murs, des murmures dans des pièces vides, des rires qui semblaient presque humains mais pas tout à fait. La température baissait brusquement dans certaines zones, des points froids se déplaçaient de pièce en pièce comme si quelque chose errait dans la maison. Sarah s'est retrouvée à éviter la chambre de Rebecca la nuit, trouvant des excuses pour ne pas passer par cette porte fermée. Mais elle ne pouvait éviter d'entendre les sons qui émergeaient parfois, des gazouillis, des sons de grattage et parfois des mots prononcés dans des langues qui n'avaient jamais été destinées aux langues humaines. Incapable de nier plus longtemps l'évidence de ses sens, Sarah avait finalement agi. Elle avait caché une petite caméra de sécurité dans la chambre de Rebecca, la dissimulant parmi la collection d'animaux en peluche qui occupait encore les étagères de sa fille. Cette nuit-là, elle était assise dans son bureau à domicile, regardant le flux avec une horreur croissante à mesure que ses pires craintes se confirmaient. La transformation avait commencé à minuit. Rebecca s'était assise sur son lit, ses mouvements saccadés et contre nature, comme une marionnette tirée par des ficelles invisibles. Sa tête était complètement tournée vers l'arrière, ses vertèbres craquant de manière audible. Puis elle avait commencé à changer. Sarah avait observé, incapable de détourner le regard, les membres de sa fille s'être allongés, les articulations éclater et se reformer. Les doigts de Rebecca s'étaient étendus en terribles griffes, ses dents s'étendant en crocs qui dépassaient de ses lèvres. Ses yeux s'étaient ouverts, ne révélant rien d'autre qu'une obscurité tourbillonnante là où auraient dû se trouver des iris bruns et chauds. La créature qui avait été Rebecca avait rampé le long du mur et du plafond, se déplaçant avec une grâce semblable à celle d'une araignée qui défiait la physique. Il s'était arrêté juste au-dessus de la caméra et,
pendant un moment terrible, Sarah avait été certaine de savoir qu'il était observé. Une longue langue fourchue était sortie, goûtant l'air, puis la créature avait souri ou une expression terrible et complice qui entra à jamais les cauchemars de Sarah. Incapable de regarder davantage, Sarah était sortie de son bureau en trébuchant et avait vomi dans la salle de bain la plus proche. Lorsqu'elle avait enfin repris ses esprits, elle avait fait la seule chose à laquelle elle pouvait penser, elle avait appelé Angela, leur ancienne femme de ménage qui avait démissionné il y a des mois après une rencontre particulièrement effrayante avec Rebecca. Madame Martinez, avait dit Angela d'une voix grave lorsque Sarah lui avait décrit ce qu'elle avait vu, vous avez besoin d'aide. Pas d'aide médicale, pas d'aide psychologique. Vous avez besoin d'aide spirituelle. Je connais quelqu'un, un pasteur qui a de l'expérience. Avec ces situations. Laissez-moi l'appeler. Le pasteur James Wilson était arrivé le lendemain soir avec un petit groupe de guerriers de prière. C'étaient des gens d'apparence ordinaire, une femme d'âge moyen qui travaillait comme bibliothécaire, un jeune homme qui enseignait les mathématiques au lycée, un homme âgé qui avait été menuisier. Mais il y avait quelque chose dans leurs yeux, une force tranquille et une foi inébranlable qui avait donné de l'espoir à Sarah pour la première fois depuis des semaines. Ils avaient trouvé Rebecca endormie paisiblement, ressemblant à n'importe quelle adolescente normale. Mais lorsque le pasteur Wilson avait commencé à prier, en posant la main sur le front de Rebecca, tout avait changé. Les yeux de Rebecca s'étaient grands ouverts, complètement noirs d'un coin à l'autre. Elle avait souri avec trop de dents et parlé d'une voix qui contenait des multitudes certaines profondes et grandissantes, d'autres fortes et hurlantes, toutes fausses. Tu oses, avaient dit les voix, le corps de Rebecca se levant du lit sans que ses muscles bougent. Tu oses nous défier, petit homme de foi. La bataille qui a suivi restera gravée à jamais dans la mémoire de Sarah. Rebecca ou la chose qui la contrôlait faisait preuve d'une force impossible, projetant des meubles à travers la pièce avec des gestes désinvoltes. La température était tombée si bas que leur souffle s'était figé dans l'air, et des ombres s'étaient écrites le long des murs comme des êtres vivants. Les guerriers de la prière avaient formé un cercle, leurs voix élevées dans des prières et des hymnes qui semblaient causer des douleurs physiques à Rebecca. Elle avait écrit et crié, son corps se tordant d'une manière qui aurait dû lui briser des os. Lorsqu'elle s'était précipitée sur Sarah avec ses mains griffues et ses dents claquantes, seule l'intervention rapide du pasteur Wilson l'avait sauvée. L'affrontement final avait eu lieu à l'approche de l'aube. Rebecca avait commencé à vomir une substance noire semblable à du goudron qui se déplaçait d'elle-même, essayant de s'échapper sur le sol. Les guerriers de la prière avaient redoublé d'efforts, leur voix devenant plus forte à mesure que les cris inhumains de Rebecca atteignaient un crescendo. Il y avait eu un moment de calme parfait, comme si le monde retenait son souffle. Puis quelque chose s'était libéré du corps de Rebecca, une masse se tordant d'ombre et de malveillance qui avait hurlé de 1000 voix avant de disparaître par la fenêtre dans un souffle de vent sulfureux. Rebecca s'était effondrée, redevenue humaine, sanglotant dans les bras de sa mère. « Je suis désolée », avait-elle pleuré encore et encore. « Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas que tout cela arrive. » Dans les jours qui suivirent, la vérité éclata. Rebecca avait tout avoué à Sarah et Anna, comment les ténèbres l'avaient tentée avec des promesses de pouvoir, comment elle avait senti cela grandir en elle. À l'intérieur de toi, comme chaque choisir il y avait pris plus bas dans l'obscurité. Christina n'était qu'une pièce du puzzle, une servante de force bien plus ancienne et plus terrible qu'aucun d'entre eux n'aurait pu l'imaginer. Ça a commencé avec de petites choses, murmura Rebecca, ses doigts se resserrant autour de la main réconfortante d'Anna. Au début, je voulais juste ce que tout le monde avait. Mais ensuite j'ai commencé à vouloir plus. Toujours plus. Et les voix, elles ont promis qu'elles pourraient tout me donner. Sarah s'assit sur le bord du lit, le cœur brisé en voyant le tourment dans les yeux de sa fille. Les dernières semaines avaient laissé de profondes marques sur Rebecca ou des cernes sous les yeux, une pâleur malsaine sur sa peau autrefois vibrante, et quelque chose de plus, une fragilité qui dépassait le physique. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» Anna demanda doucement, sa voix sans jugement. « Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'aurais jamais imaginé. » Rebecca laissa échapper un rire amer qui se transforma en sanglots. « Comment pourrais-je expliquer ? Et, maman, il y a une entité démoniaque qui me transforme en monstre chaque nuit. De plus, au début, je ne voulais pas d'aide. Le pouvoir était enivrant. » La pièce resta silencieuse un instant, seul le tic-tac de l'horloge sur le mur marquant le passage du temps. Par la fenêtre, les premiers rayons du soleil du matin commençaient à dorer l'horizon, chassant les dernières ombres de la nuit précédente. Christina est apparue à la porte de la chambre cet après-midi-là,
son visage normalement calme maintenant gravé de peur. Elle tremblait visiblement, serrant son corps contre elle comme pour se protéger d'un rhume qu'elle seule ressentait. « Ma belle-mère » commença-t-elle, la voix brisée. Elle est furieuse. Le rituel était censé avoir lieu avec Anna. Une âme pure, non? Elle fit un vague geste en direction de Rebecca. Elle dit que la transformation incomplète a libéré quelque chose de pire, quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. Sarah sentit un frisson lui parcourir le dos. Que veux-tu dire par « quelque chose de pire » Christina s'affala sur une chaise, paraissant beaucoup plus jeune et vulnérable que ne le suggéraient ses vêtements coûteux et son maquillage parfait. Les ténèbres qui possédaient Rebecca n'étaient qu'une fraction de ce que ma belle-mère avait évoqué. Maintenant, elle est libre, à la recherche d'un nouvel hôte. Et elle est en colère. Anna, qui était restée silencieuse jusque-là, s'avança. Nous devons mettre fin à cela une fois pour toutes. Nous ne pouvons laisser cela arriver à quelqu'un d'autre. Le pasteur Wilson fut rappelé, apportant cette fois avec lui non seulement ses guerriers de prière, mais aussi d'anciennes reliques et des textes sacrés. Le groupe s'est réuni dans le salon des Martinez, les rideaux tirés contre la nuit qui approchait. Ce que vous avez apporté chez moi, dit gravement le pasteur, est quelque chose de très ancien et de très dangereux. Un type d'entité qui se nourrit de l'avidité et du désir humain, se renforçant à chaque génération qu'elle corrompt. Christina a alors raconté son histoire, révélant comment sa belle-mère avait trouvé des textes interdits lors d'un voyage en Europe de l'Est, comment elle avait conclu un pacte avec les forces de l'ombre en échange du pouvoir et de la jeunesse éternelle. Comment elle avait traîné Christina depuis qu'elle était petite à être ses yeux et ses oreilles, à la recherche d'âmes pures à corrompre. Mais pourquoi? Demanda Sarah, sa main serrant celle de Rebecca de manière protectrice. Pourquoi faire ça à des enfants innocents? Parce que l'innocence, c'est le pouvoir, répondit Christina, la voix tremblante. Plus l'âme est pure, plus la corruption est forte. Et plus l'entité devient forte. Le rituel de purification commençait au coucher du soleil. Des bougies étaient allumées dans un cercle protecteur, leurs flammes dansant avec une lumière qui semblait plus brillante et plus chaude que d'habitude. L'air devint lourd de l'odeur de l'encens sacré et les prières commencèrent à résonner sur les murs de la maison. Rebecca et Christina étaient placées au centre du cercle, se tenant la main. Anna se tenait tout près, sa présence étant une encre de lumière et d'espoir dans l'obscurité qui commençait à s'accumuler autour d'eux. La belle-mère de Christina n'a pas attendu longtemps pour attaquer. Les ombres dans les coins de la pièce commencèrent à se déplacer et à se tordre, prenant forme et substance. L'air est devenu froid et un vent surnaturel a commencé à hurler à travers la maison, malgré la fermeture de toutes les fenêtres et portes. Une silhouette émergea de l'ombre, une femme d'une beauté surnaturelle et terrifiante, ses yeux brillant d'un feu vert maladif. Sa peau était pâle comme du marbre et ses cheveux noirs flottaient autour de lui comme s'ils étaient vivants. Espèce d'imbécile, siffla-t-elle, sa voix résonnant d'une puissance ancienne. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous faites face. Le pouvoir que vous essayez d'exorciser existe depuis des millénaires. Il ne peut être vaincu par vos petites prières et vos symboles. Mais alors qu'elle parlait, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La lueur des bougies commença à grandir, non plus jaune, mais d'un blanc pur et brillant. Les prières du pasteur Wilson et de son groupe semblaient prendre une consistance physique, créant une barrière de lumière dorée autour des filles. Anna s'avança, sa voix claire et ferme se joignant aux prières. Sa présence semblait renforcer le cercle de protection, chaque mot étant une lance de lumière contre les ténèbres. La créature qui avait été la belle-mère de Christina hurlait de colère et de douleur. Son corps commença à se contorsionner et à changer, révélant sa véritable forme, quelque chose d'ancien et d'horrible, avec de nombreux yeux et des membres impossibles. La bataille qui suivit fut à la fois spirituelle et physique. Les murs de la maison tremblaient sous la puissance libérée. Les meubles volaient dans les airs, les tableaux tombaient des murs et l'air lui-même semblait vivant d'une énergie surnaturelle. Rebecca et Christina, toujours se tenant la main, ont commencé à briller d'une lumière intérieure, leur visage transformé par autre chose que la peur ou une détermination farouche, un refus d'être à nouveau des victimes. « Tu n'as plus de pouvoir sur nous », déclara Christina, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. « Nous rejetons vos ténèbres. Nous rejetons vos dons empoisonnés. Nous vous rejetons. » Avec un cri qui fit trembler les fenêtres, la créature de l'ombre chargea sur le cercle protecteur. Pendant un instant terrifiant, il sembla que la barrière lumineuse allait se briser. Mais ensuite Anna a joint ses mains à celles de Rebecca et Christina, complétant un cercle de pouvoir qu'aucune obscurité ne pouvait pénétrer.
La lumière explosa vers l'extérieur, remplissant chaque coin de la pièce de sa lueur purificatrice. La créature poussa un dernier cri, un son de fureur et de désespoir avant de se briser en milliers d'éclats d'ombre qui se dissolvèrent dans l'air comme de la fumée. Le silence qui suivit fut profond et complet. Les bougies brûlaient toujours, mais maintenant avec une flamme normale et calme. L'air était pur et frais, comme après une tempête d'été. Christina fut la première à briser le silence, sanglotant en tombant à genoux. « C'est fini » murmura-t-elle. « C'est vraiment fini. » Rebecca la serra dans ses bras, ses propres larmes coulant librement. « Nous sommes libres. Nous tous. » Sarah regarda ses 3 filles, sa fille, l'amie qui lui était restée fidèle tout au long de tout cela, et celle qui avait été à la fois victime et complice, et sentit son cœur se remplir d'amour et de gratitude. Ils avaient affronté les pires ténèbres et en étaient ressortis plus forts. Dans les jours qui ont suivi, la maison Martinez est lentement revenue à la normale. Les cicatrices de la bataille furent réparées, les ombres redevinrent des ombres et l'air devint plus léger, comme si un poids invisible avait été soulevé. Rebecca a également commencé à changer. L'avidité qui avait été sa faiblesse a cédé la place à une véritable générosité. Elle a commencé à faire du bénévolat avec Anna et a découvert qu'aider les autres lui apportait une satisfaction qu'aucun don matériel ne pouvait égaler. Christina, sans nulle part où aller après la défaite de sa belle-mère, qui a été retrouvée dans son manoir, l'esprit brisé par la perte de son pouvoir surnaturel, a été recueillie par la famille Martinez. Sous l'amour et les conseils de Sarah, elle a lentement réappris à faire confiance, à être la personne qu'elle aurait toujours dû être. Anna restait une présence constante et réconfortante, leur amitié étant plus forte que jamais. Leur foi et leur courage avaient contribué à sauver non seulement Rebecca, mais elles toutes, et le lien entre les 3 filles était devenu incassable. Et si parfois, lors des nuits les plus sombres, Rebecca se réveillait encore le cœur battant, se souvenant des horreurs auxquelles elle avait été confrontée, elle n'était plus seule. Il avait sa famille, ses amis et la certitude que la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres, tant que nous avons le courage de croire et la force de lutter. Au fil des mois, la transformation de Rebecca est devenue de plus en plus évidente. Le bénévolat au refuge local n'était que le début de son voyage vers la rédemption. Elle a commencé à organiser des collectes de fonds pour les familles dans le besoin, utilisant son ancien don de persuasion pour une bonne cause. Ses compétences sociales, autrefois utilisées à des fins de manipulation, servaient désormais à unir les gens pour le bien commun. Lors d'un après-midi particulièrement important, alors qu'elle organisait les dons dans le sous-sol de l'église locale, Rebecca a trouvé une vieille boîte remplie de journaux. En feuilletant les pages jaunies, il découvre des récits de cas similaires aux siens, d'autres jeunes femmes tentées par des forces surnaturelles, certaines ayant succombé et d'autres ayant résisté. Les journaux remontaient à des décennies, voire des siècles, révélant un sinistre schéma qui se répétait à travers les générations. « Anna, regarde ça » appela Rebecca, sa voix tremblant légèrement alors qu'elle survolait un récit particulièrement troublant. « C'est déjà arrivé. Plusieurs fois. » Anna s'approcha, ajustant ses lunettes tout en parcourant les pages. Son visage normalement serein se contracta d'inquiétude alors qu'il lisait. « Nous devons montrer cela au pasteur Wilson, dit-elle finalement. Cela pourrait aider d'autres personnes qui vivent la même chose. » Christina, qui organisait des dons de vêtements de l'autre côté du sous-sol, les a rejoints. Son visage pâlit lorsqu'il reconnut certains symboles dessinés en marge des journaux. Ma belle-mère, elle avait des livres avec ces mêmes symboles. Elle disait qu'ils étaient des portails vers le pouvoir ancestral. Les 3 filles ont apporté leur découverte au pasteur Wilson, qui a passé plusieurs jours à étudier les documents. Lorsqu'il sortit enfin de son bureau, ses cernes profonds sous ses yeux révélaient des nuits blanches, mais ses yeux brillaient de détermination. « Ce que vous avez. Cette découvert est extraordinaire, expliqua-t-il en étalant les journaux sur son bureau. Ces documents montrent que la bataille entre la lumière et l'obscurité s'est déroulée en silence pendant des générations. Mais plus important encore, ils révèlent des schémas, des méthodes de protection, des moyens d'identifier et de combattre ces entités avant qu'elles ne prennent toute leur force. » Sarah, qui avait rejoint le groupe pour cette révélation, sentit un frisson lui parcourir le dos. « Alors ça pourrait se reproduire ? Avec d'autres familles. » « Cela se produit déjà, » répondit le berger d'une voix grave. « Cela s'est toujours produit. La différence est que nous avons désormais les connaissances nécessaires pour aider, pour prévenir cela avant qu'il ne soit trop tard. » Cette découverte a marqué le début d'une nouvelle phase dans la vie de Rebecca et de ses amis. Sous la direction du pasteur Wilson, ils ont commencé à étudier méticuleusement les journaux,
apprenant à identifier les signes d'influence surnaturelle et, plus important encore, à protéger les autres personnes vulnérables. Christina, grâce à sa connaissance approfondie des méthodes de sa belle-mère, est devenue particulièrement précieuse dans cette mission. Elle pouvait reconnaître les schémas de comportement, les petits changements qui signalaient le début d'une influence maligne. Sa propre expérience de manipulatrice s'est transformée en un outil pour le bien. C'est comme un miroir noir, a-t-elle expliqué à un groupe de jeunes lors d'une des séances de sensibilisation qu'ils ont commencé à organiser. Vous voyez ce que vous voulez voir, vous entendez les promesses que vous voulez entendre. Mais chaque cadeau a un prix, et le prix est toujours plus élevé que ce que vous imaginez. Anna a développé un programme de mentorat, associant des jeunes à risque à des bénévoles formés pour offrir soutien et conseils. Sa gentillesse naturelle et sa profonde compréhension de la nature humaine ont fait d'elle un leader naturel dans cet aspect du travail. Rebecca, à son tour, a canalisé son expérience vers une série de groupes de soutien pour les survivants d'expériences surnaturelles. Lors de réunions hebdomadaires, des personnes de tous âges et de tous horizons se sont réunies pour partager leurs histoires, trouver un réconfort mutuel et des stratégies pour faire face au traumatisme. Nous ne sommes pas seuls, est devenu son mantra, répété à chaque réunion. Ce qui nous est arrivé ne nous définit pas. C'est notre réponse qui compte. Sarah regardait le travail des filles avec un mélange de fierté et d'appréhension. La peur n'a jamais complètement disparu. Comment pourrait-elle le faire, après ce qu'ils avaient vécu? Mais elle a appris à transformer cette peur en vigilance, en protection non seulement pour sa propre famille mais pour l'ensemble de la communauté. Le manoir de la belle-mère de Christina a été transformé en centre de rétablissement et de soutien. Des pièces autrefois remplies d'artefacts maléfiques et de grimoires interdits abritaient désormais des jeunes hommes en quête de guérison et de rédemption. Les murs qui avaient été témoins de sombres rituels résonnaient désormais de prières et de rires. Lors d'une nuit particulièrement significative, exactement un an après la bataille finale, les trois amis se sont réunis dans la chambre de Rebecca. Le lieu qui avait été le théâtre de tant de terreur était désormais accueillant, éclairé par de simples bougies et décoré de photos de moments heureux et de symboles de protection soigneusement choisis. Parfois, je me demande, dit Christina en jouant avec la frange d'un coussin, s'il y a encore un peu de cette obscurité en nous. Une graine qui attend de repousser. Anna tendit la main, tenant fermement la main de Christina. Il y a de l'obscurité en chacun de nous. L'important est ce que nous choisissons d'en faire. Et nous avons choisi la lumière, a ajouté Rebecca en joignant sa main à celle de ses amis. Chaque jour, dans chaque décision, chez chaque personne que nous aidons. Leur travail a commencé à attirer l'attention au-delà de leur communauté. D'autres pasteurs et chefs spirituels ont sollicité ces conseils, et bientôt un réseau de soutien et de protection a commencé à se former, s'étendant dans plusieurs villes et États. Les journaux trouvés dans le sous-sol de l'église ont été numérisés et organisés dans une base de données sécurisée, leurs précieuses informations étant préservées pour les générations futures. Rebecca, Anna et Christina ont contribué leur propre récit, documentant non seulement les horreurs auxquelles elles ont été confrontées, mais aussi le chemin vers la guérison. Sarah a également trouvé son rôle dans cette nouvelle mission. Son expérience de mère qui a failli perdre une fille dans l'obscurité a fait d'elle une conseillère précieuse auprès d'autres familles confrontées à des situations similaires. Elle a appris à reconnaître les signes qu'elle avait négligés chez Rebecca et à aider d'autres parents à identifier des changements inquiétants chez leurs propres enfants. L'amour ne suffit pas, disait-elle lors de ses séances de conseil. Nous avons besoin de sagesse pour aimer correctement, pour protéger sans étouffer, pour guider sans contrôler. Les nuits de terreur étaient terminées, mais leur leçon restait. Les ténèbres qui menaçaient de détruire une famille ont fini par renforcer toute une communauté. Le mal qui avait cherché à corrompre les jeunes âmes a fini par inspirer un réseau de protection et de guérison qui allait continuer à croître et à se renforcer au fil des années. Et lors de nuits comme celle-ci, lorsque les trois amis se réunissaient pour se souvenir et planifier, pour rire et parfois pleurer, ils savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quel pouvoir que les ténèbres auraient pu offrir, ils avaient trouvé un but, une mission et l'un l'autre. La transformation de Rebecca, d'une jeune femme rongée par la cupidité, en une leader compatissante a inspiré d'autres personnes à examiner leur propre vie et leurs propres choix. Christina, formée depuis son enfance à servir le mal, a découvert que sa sensibilité au surnaturel pouvait être un don lorsqu'elle était utilisée pour protéger et guérir. Et Anna, dont la force morale est restée inébranlable tout au long de cette épreuve, a continué d'être une lueur d'espoir et un guide pour tout le monde autour d'elle. Ensemble, ils ont prouvé que même les histoires les plus sombres peuvent avoir une fin brillante, que la rédemption est possible pour quiconque la cherche vraiment,
et que l'amour, le genre d'amour qui est assez fort pour affronter les démons et le sacrifice, si pour les autres, il est la plus grande protection contre toute obscurité. Ainsi, l'histoire qui a commencé avec une ombre au plafond s'est terminée avec des milliers de lumières allumées, les unes après les autres, chaque vie touchée devenant une nouvelle flamme dans la constellation croissante d'espoir et de guérison qu'ils avaient créée ensemble.